Bonsoir à tous, c'est comme chaque dimanche, toujours un plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Incorrectibles. Vous êtes chaque semaine toujours plus nombreux à nous regarder, à vous abonner à notre chaîne ou à nous mettre des pouces levés et même encore mieux à nous aider si vous le pouvez financièrement. Franchement donc, un immense merci à vous. Alors c'est uniquement, je le répète, comme chaque semaine, grâce à vous que cette chaîne peut vivre. Donc continuez si vous le pouvez à nous aider. Pour cela, un seul moyen, le lien Tipeee qui s'affiche sous cette vidéo. Alors, l'invité incorrectible que je reçois cette semaine pour ce deuxième numéro de l'année est épidémiologiste. Il est chercheur à l'INSERM. Il est par ailleurs le directeur de l'Institut de recherche pour la valorisation des données de santé, l'IRSAN. Il en est même son fondateur. Un institut qui propose des analyses des données médicales relatives à certaines épidémies. Et depuis le début de cette pandémie de Covid-19, il n'hésite pas à émettre des avis qui sont parfois à contre-courant de ceux d'une grande partie de la communauté scientifique. C'est donc pourquoi on l'a invité dans cette émission, pourquoi on l'a trouvé légitime pour être notre invité cette semaine. Laurent Toubiana, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation dans les Incorrectibles. Merci de m'avoir invité. C'était en tout cas pour nous une évidence. Alors, si vous le voulez bien, on va évidemment parler longuement ensemble en ce dimanche soir. On va tout d'abord commencer par rappeler qu'on a observé cette semaine une hausse vertigineuse du nombre de cas positifs donc au coronavirus, dépassant largement les 200 000 nouveaux cas quotidiens, le record toutes vagues confondues étant battu quasiment chaque jour. Alors, première question, Laurent Toubiana, les chiffres de nombre de contaminations détectées ont-ils véritablement un sens ? C'est une très bonne question et c'est même une question cuisante depuis le début de cette épidémie, puisque souvenez-vous, au tout début, il n'y avait pas de chiffres de contamination puisqu'on était incapable de les compter. Les chiffres de contamination sont directement issus de la possibilité de tester dans les individus s'il y a ou non du virus, des traces de virus. Or, ça, c'est une innovation incroyable, quoi. Je veux dire, on a fait beaucoup d'innovations pendant cette épidémie, mais ça, c'est l'innovation majeure, parce que le nombre de personnes pour lesquels on trouve une trace de virus n'indique en aucun cas, n'est pas en tout cas un indicateur de l'épidémie. C'est un indicateur de proximité du virus, si vous voulez, mais en réalité, depuis la nuit des temps, je vais dire, mais depuis qu'on fait de l'épidémiologie, pour évaluer la dynamique d'une épidémie, ce que l'on regarde, c'est le nombre de nouveaux malades, c'est ce qu'on a appelé l'incidence. L'incidence qu'on ramène généralement à la population pour avoir un taux d'incidence, ce qui donne une idée de la dynamique de l'épidémie. Or, ça, depuis l'invention, si vous voulez, d'une nouvelle méthode de que j'ai appelé la testomania généralisée, ce que l'on a appelé des cas n'étaient plus des malades, mais étaient des cas. Et donc, si vous voulez, il y a une forme de manipulation sémantique de ce que recouvre un cas. Et là, c'est déjà une forme de tricherie. Au cours de notre débat, de notre conversation, nous aurons probablement l'occasion de revenir maintes fois sur comment, avec de vrais chiffres, on donne de fausses informations. Et là, c'en est une majeure. D'habitude, on regarde le nombre de malades, là, on regarde le nombre de cas. Et évidemment, le nombre de cas positifs, ce nombre peut être faramineusement élevé, pour autant, ça ne fait pas une épidémie. C'est important en effet de bien préciser cette nuance, mais est-ce que justement ce nombre de contaminations détectées n'est pas lié tout simplement au fait que plus l'on teste, plus l'on trouve de cas positifs aussi, comme le rappelait d'ailleurs Bernard-Henri Lévy, c'était récemment par tweet, qui avait fait d'ailleurs un peu polémique là-dessus, il faut bien le reconnaître, il n'a pas tout à fait tort. Alors, il n'a pas tout à fait tort. C'est vrai que lorsque l'on donne un chiffre brut,
mais c'est comme pour toute chose, si vous voulez, une observation en science se fait toujours dans un contexte. Lorsque vous donnez un chiffre brut, imaginons par exemple 300 000 nouveaux cas, donc ce qu'on a dit tout à l'heure, des cas positifs, eh bien, si on ne le rapporte pas à la population testée, ça ne veut rien dire. Donc, effectivement, comme le dit Bernard-Henri Lévy, plus on teste, plus on va trouver de chiffres. Mais ce que l'on fait habituellement, c'est que l'on rapporte à la population testée, c'est-à-dire qu'on obtient un taux de positivité au test. Et là, ça peut être constant, c'est-à-dire que plus vous allez tester, eh bien, si le taux reste constant, vous allez tester beaucoup de monde, mais vous aurez autant de positivité, alors là, ça peut être beaucoup plus fiable. Or, ce que l'on a trouvé, c'est qu'en moyenne, ce taux de positivité était, lui, constant, à peu près. En valeur moyenne, c'est autour de 5%. Et à l'heure actuelle, on est plutôt autour de 10%, c'est-à-dire que en période de phase épidémique, ça augmente un petit peu, mais même si ça va jusqu'à 10% de positivité, c'est-à-dire que dans l'échantillon qu'on a testé, on trouve 10% de gens positifs, ça veut dire quand même qu'il y a 90% de gens négatifs. C'est-à-dire qu'on a un énorme échantillon, et c'est très intéressant d'avoir testé beaucoup de monde, parce que plus en termes de puissance, c'est très intéressant, mais ça nous dit quand même qu'au maximum, 90% de gens sont négatifs. Donc si dans une population, 90% de gens sont négatifs, quelque part, on peut être relativement tranquille. Je vais aller un tout petit peu plus loin. En réalité, ce que l'on peut faire, c'est stratifier par classe d'âge. C'est-à-dire que toutes les classes d'âge n'ont pas le même taux de positivité. Et on s'aperçoit que en stratifiant, c'est-à-dire en groupant, imaginons on va faire 2 grandes classes, les jeunes d'un côté et les personnes moins jeunes de l'autre, les moins jeunes sont importantes, puisque en général, ce sont elles qui font les formes graves. Eh bien, lorsqu'on teste ces 2 groupes-là, on s'aperçoit que chez les personnes qui sont susceptibles de faire des formes graves, le taux de positivité est très bas, il est même inférieur à la moyenne. En revanche, les gens qui ont un taux de positivité supérieur, donc à la moyenne, eh bien, eux sont des gens relativement jeunes et relativement jeunes, mais eux, nous savons qu'ils ne sont que très rarement malades et en tout cas ne font pas de formes graves. Donc finalement, ce taux de positivité est quelque chose de très positif parce qu'il nous dit des gens se contaminent mais ne font pas de formes graves, voire ne sont pas malades. Et ça, c'est très positif pour une épidémie. Alors restons un peu justement sur ces indicateurs retenus et sur, on va dire, ce changement quand même d'optique, parce qu'on a l'impression, en tout cas on se souvient que durant les premiers mois de l'épidémie, les projecteurs médiatiques et politiques étaient portés essentiellement sur le nombre de personnes justement en réanimation, c'est-à-dire à l'article de la mort. C'était même le nombre de morts qui faisait l'objet d'une attention toute particulière, avec, on s'en souvient, ce décompte quand même qui était assez morbide du professeur Jérôme Salomon chaque soir. D'ailleurs, on ne le voit plus, lui, il a quasiment disparu. Aujourd'hui, ces chiffres semblent donc secondaire. En tout cas, c'est le nombre de contaminations quotidiennes qui est donc en permanence mis en avant par les différents médias et par les instances politiques. Comment donc vous expliquez, Laurent Toubiana, ce changement d'optique? Parce qu'en changeant comme cela en permanence les indicateurs retenus, est-ce qu'on n'a pas l'occasion d'inventer des rebonds épidémiques ou de nouvelles épidémies en permanence? Alors, il y a plusieurs réponses à votre question. Mais la première chose, effectivement, c'est que dans cette épidémie, nous avons eu le droit à une profusion d'indicateurs dans tous les sens. Quand un indicateur ne fonctionnait pas, en tout cas n'était pas dans ce qu'on a appelé la doxa, c'est-à-dire l'idée, on reviendra sur la notion de peur, d'anxiété des populations, etc. Mais dès qu'un chiffre ne convenait pas exactement, on changeait de chiffre. Et l'ensemble de ces choses-là, c'est-à-dire qu'on ne manipule pas les chiffres, mais on change d'indicateur à tout moment, a permis à donner une sorte de confusion généralisée, et en sortant toujours des chiffres très grands, en cumulant, par exemple, vous avez cité au départ Jérôme Salomon, qui
faisait quelque chose qui n'était pas du tout de l'épidémiologie. Il donnait des chiffres cumulés. Les chiffres cumulés ont une tendance à croître éternellement, puisqu'on cumule, c'est une fonction monotone croissante. Donc, si vous voulez, ce chiffre ne faisait que croître, et donc c'était extrêmement angoissant. On ne fait jamais ça en épidémiologie, jamais. Et justement, ce qu'on utilise, c'est toujours un indicateur fiable, stable dans le temps, qui nous permet de comparer avec ce qui s'est passé, avec d'autres épidémies, etc. Alors justement, quel est, selon vous, Laurent Toubiana, l'indicateur pertinent, l'indicateur de santé, en tout cas public, qui devrait guider la politique sanitaire du gouvernement? Alors, selon moi, c'est évidemment le nombre de malades vus en médecine de ville, c'est-à-dire les médecins que vous allez fréquenter. Puis, on a un autre type de malade. Effectivement, il y a les gens qui vont directement à l'hôpital. Parfois, ces gens qui vont à l'hôpital ont d'abord été vus par un médecin, donc ils pourraient éventuellement être comptés 2 fois, mais globalement, c'est ce que l'on fait toujours, c'est-à-dire que quelle que soit l'épidémie, on regarde d'abord le nombre de malades vus en ville, dans la mesure où généralement les épidémies que l'on suit, les épidémies que l'on suit en France, sont des maladies qui ne provoquent pas d'hécatombe, si vous voulez, en termes de mortalité. On pourrait voir, bien sûr, si les épidémies étaient plus graves, mais on en parlera peut-être tout à l'heure, un autre type d'indicateur, c'est la mortalité. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Donc, en général, lorsque nous avons une épidémie de maladie transmissible dite banale, nous étudions, nous regardons, nous observons le taux hebdomadaire pour 100 000 habitants de malades vus en ville. Alors justement, en décembre 2021, vous aviez déclaré que les chiffres apportaient 40 malades en une semaine pour 100 000 habitants en France. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Je crois qu'aujourd'hui, le réseau Sentinelle, alors je parle du réseau Sentinelle, mais il existe d'autres réseaux, et j'en parlerai aussi. Vous pouvez rappeler ce que c'est ? Alors, le réseau Sentinelle est un réseau qui a été mis en place en 1984. C'était initialement, si vous voulez, une expérience de laboratoire, on va dire. Le réseau Sentinelle avait profité d'une innovation technologique qui était le Minitel à l'époque. Et le Minitel avait été installé partout en France. Et c'est l'équivalent d'Internet, pour les gens qui ne savent pas ça. Et en gros, c'était un terminal qui permettait d'obtenir de l'information exactement comme Internet, mais aussi de pouvoir... il y avait des sites, donc c'était des sites Minitel, et donc... les médecins avaient ça aussi dans leur cabinet, et cette innovation technologique permettait de faire de l'épidémiologie, de l'observation en temps réel, quasi temps réel, ce qui permettait d'avoir très rapidement une information sur ce qui se passait en France. Il s'agit de quoi en réalité? D'un échantillon de médecins répartis sur tout le territoire qui, dans le cadre de leur activité, remontaient le nombre de patients ayant telle ou telle pathologie qu'ils voyaient. Alors il y avait initialement 8 pathologies transmissibles, parmi lesquelles bien sûr les syndromes grippaux, les diarrhées, donc essentiellement des gastro-entérites, et un certain nombre d'autres pathologies, inutiles de rentrer dans le détail, puisque ce qui très rapidement finalement après en 1984 c'était ça, mais ensuite Internet est venu, et au départ ça s'appelait le RNTMT, Réseau National de Télétransmission des Maladies Transmissibles, donc vous voyez c'était insupportable, et c'est devenu Sentinelle à partir de 1995, et c'est en même temps l'avènement d'Internet. Et donc aujourd'hui, ces médecins-là transmettent en quasi temps réel, avec des calculs, les patients qu'ils voient pour une pathologie donnée, en l'occurrence les grippes. Mais les grippes ont disparu, on y reviendra, et notamment l'épidémie de Covid. Ça a été fait donc depuis 40 ans. Depuis 40 ans, on regarde ça. Donc naturellement,
ce n'est pas quelque chose à jeter, c'est tout à fait officiel, et on doit pouvoir s'appuyer là-dessus pour vérifier la dynamique de cette fameuse épidémie de Covid. Ce que j'ai fait, naturellement, puisque j'ai travaillé au sein de Sentinelle, et je l'ai fait naturellement, parce que spontanément, c'était des données auxquelles j'avais accès. Tout le monde y a accès, d'ailleurs, hein, c'est totalement libre. Et donc, j'ai regardé l'épidémie de Covid comme quiconque pouvait le faire. Moi, je l'ai fait en tant qu'épidémiologiste, évidemment. Alors, cette 5e vague, hein, comme on la qualifie, est-ce que c'est une réalité, selon vous, une simple psychose? Alors... Alors d'abord, je ne vous ai pas répondu. À l'heure actuelle, je vous ai dit... Alors justement, les chiffres, dites-nous aujourd'hui. Alors les chiffres aujourd'hui, c'est 68 malades par semaine pour 100 000 habitants. Voilà, donc ça a augmenté par rapport à l'époque où je le disais. Et ça risque probablement, je ne vais pas faire de prédiction, mais il est très probable que ça augmente encore, et ça n'a rien d'affolant. Ce chiffre de 68 malades... Ça n'a rien d'affolant. Ça n'a rien d'affolant, absolument rien d'affolant. Et il faut toujours, comme je le disais tout à l'heure, donner une échelle de façon à comparer. 68 malades pour 100 000 habitants pendant une semaine, c'est très abstrait. Donc pour essayer de comprendre les grippes d'une manière générale, l'incidence moyenne pour une semaine, pendant une période épidémique de grippe, c'est autour de 300 malades pour 100 000 habitants en une semaine. 300 malades. On est bien en dessous. On est bien en dessous, bien en dessous. Au maximum, la semaine pendant laquelle il y a eu le plus de malades pendant toute la période du Covid, ça a été la semaine du 23 au 29 mars 2020. Vous vous souvenez, mars 2020, le printemps, ça arrivait, confinement, etc. La semaine pendant laquelle ça a été le plus haut, c'était 140 malades pour 100 000 habitants. 140 malades pour 100 000 habitants, c'était le pic épidémique du Covid, et cette incidence-là n'a jamais été dépassée depuis. D'accord ? On en est à l'heure actuelle, je vous ai dit, autour de 65, 68, quoi. C'est-à-dire 2 fois moins à peu près 2 fois moins que cette valeur-là. Mais cette valeur-là était très inférieure à ce que l'on atteint en général avec des épidémies de grippe. En général, les épidémies de grippe, c'est autour de 500, 600 malades au moment du pic par semaine pour 100 000 habitants. Donc, vous voyez, très 600 malades pour la grippe, pour lequel on ne fait rien d'exceptionnel, 140 malades pour le Covid au maximum, pour lequel on met en place des mesures, mais du jamais vu. On parlait d'innovation en termes de mesures, là, c'en est une autre. On a créé des mesures qui, finalement, alors les conséquences qu'elles ont sont terribles, on pourra en revenir, mais complètement disproportionnées par rapport à la réalité de l'épidémie, là. Alors, Martin Hirsch a récemment, donc on le rappelle, le patron de la PHP, ordonné de nouvelles déprogrammations massives d'opérations dans les hôpitaux. La crise, donc là c'est important que vous le disiez, est-ce qu'elle est vraiment si grave qu'on nous la présente? Alors là, Martin Hirsch, c'est les hôpitaux. On passe là, tout ce que j'évoquais jusqu'à présent, c'était la médecine de ville. Je n'ai donc pas du tout parlé pour l'instant des patients pris en charge par l'hôpital. Mais les patients pris en charge par l'hôpital, lorsque je disais 40 malades en ville, il y avait en face, pris en charge par l'hôpital, autour de 13 malades pour 100 000 habitants. Et aujourd'hui, je crois qu'on est autour de 17, voire 20, peu importe. On ne va pas se focaliser sur la précision des chiffres ici. Ce qui compte, ce sont les ordres de grandeur. Parce qu'il y aura à 100 000, en effet. Voilà. Alors bien sûr, ça peut paraître énorme, 12 malades ou 17 ou 20 malades pour 100 000 habitants, mais 100 000 habitants, c'est une masse de personnes gigantesque. Et ce que je disais, je crois, sur CNews, lorsque je suis intervenu, pour 100 000 habitants, le parc de lits d'hôpital, c'est
580. Donc il y a 580 lits possibles pour ces 20 personnes malades là-dedans. Est-ce qu'il y a les soignants qui vont avec? Oui, certainement, parce que quand on parle de lit d'hôpital, c'est toute l'infrastructure qui va autour du lit d'hôpital. Il se trouve que, vous parlez de Martin Hirsch ici, il se trouve qu'effectivement, il ne vous a pas échappé qu'il y a eu un rapport de l'ATIH qui a été produit... L'ATIH, c'est quoi? L'ATIH, c'est l'agence pour le... Alors, c'est un organisme qui fait des études statistiques sur l'activité hospitalière. Voilà. Alors, je ne pourrais pas vous détailler ce que c'est que exactement dérouler le SIG, mais bon, il faudrait que je réfléchisse, et là, on n'a pas le temps. Mais je demande, les auditeurs pourront vérifier par eux-mêmes. Alors, Martin Hirsch. Voilà, Martin Hirsch, en tout cas, il n'a pas dit d'ailleurs que ça. Donc d'abord, il a dit, il a ordonné des nouvelles déprogrammations massives dans les hôpitaux d'opération. Voilà, ça vous inspire quoi, ça? Est-ce que c'est justifié, pas justifié? Eh bien, lui, il est directeur de la PHP, donc il prend ses décisions. Moi, on sait donc dans ce fameux rapport qu'il n'y a eu en tout et pour tout que 2% de l'activité médicale qui a été consacrée au Covid pendant l'année 2020. Et ce rapport est sorti fin 2021. Donc voilà, 2%, on nous a fait enfermer l'intégralité de la population pendant de très nombreuses semaines. On a mis en place des mesures invraisemblables, et au final, et ça en s'appuyant sur un danger, et notamment le danger de saturation de l'hôpital. Donc c'est là-dessus qu'on s'est appuyé pour faire ça, et au final, on s'aperçoit qu'en tout, l'activité liée au Covid, c'est 2% de l'activité hospitalière. Alors d'aucuns pourront nous dire « Ah oui, mais pendant les périodes épidémiques, c'était beaucoup plus que ça ». On a regardé ça en détail, et en réalité, l'activité maximum était autour de 4-5%. Même pendant les périodes les plus faramineuses. Donc c'est pas non plus... ça veut dire qu'il restait quand même 95% d'autres choses. Mais il se trouve qu'ils ont baissé l'activité, en plus l'activité hospitalière, pendant ces périodes-là. Si vous voulez, il y a eu moins d'activité hospitalière justement par le fait de refuser des personnes pour consacrer des lits spécifiques au Covid. Si vous voulez, on marche sur la tête, et je ne sais pas du tout comment les choses sont évaluées au final. Si vous voulez, on met en place des mesures, ça aussi c'est un truc qui me semble, et ça c'est presque une réflexion d'ordre extrêmement général, c'est que lorsqu'on met en place quelque chose, une mesure, il faut être capable de l'évaluer, cette mesure, et dire, ben oui, on s'est trompé. Mais là, on a l'impression que des gens mettent en place des mesures, ils se sont trompés, et ils ne reviennent pas du tout sur les mesures qu'ils font. C'est-à-dire qu'il n'y a pas pour l'instant en tout cas, d'évaluation sérieuse de tout ce qui a été mis en place. Donc il est très difficile de savoir si les choses ont fonctionné ou ne fonctionnent pas. Et ceux qui disent de l'extérieur, écoutez, on fait nous des analyses et on regarde, on voit que ce que vous mettez en place ne fonctionne pas, eh bien on est immédiatement sorti du champ médiatique. On nous dit que ce qu'on écrit, ce sont des fake news, etc., etc., etc. Finalement, il faudrait mettre en place une évaluation sérieuse des mesures qui ont été mises en place, et par des comités totalement indépendants de ceux qui les ont mis en place. Si vous voulez, si vous êtes l'évaluateur de vos propres mesures, évidemment, vous n'allez pas faire la chose. Donc, moi, ce que je demande, et ça c'est ce que tout le monde devrait demander, c'est comment évaluez-vous, comment vous avez évalué les mesures que vous avez prises. Mais moi, quand je lis le rapport de l'ATIH et que je vois que seulement 2% des hôpitaux ont été occupés par le Covid, et qu'on nous dit que c'est à cause de ça qu'on a mis en place toutes ces mesures, bah, écoutez, il y a de quoi se poser de très sérieuses questions sur la gestion de cette crise. Alors, en parlant de Martin Hirsch, il a également déclaré que, je le cite, « Chacun doit se considérer comme potentiellement contagieux au Covid ». Ça vous a fait réagir, ça ?
Bah écoutez, je découvre la phrase. Hein. Je ne suis pas Martin Hirsch tous les jours au matin, j'ai autre chose à faire. Donc, il nous dit que chacun doit se considérer comme potentiellement contagieux au Covid. Bah non, puisqu'on fait des tests à tire-larigot et qu'on s'aperçoit que 90% de la population ne l'est pas, justement, n'est pas porteur du... Donc, il faudrait savoir, on se sert de chiffres pour faire peur à la population, mais quand ces chiffres disent exactement le contraire, là, on vous dit, ah bah vous êtes quand même contagieux, vous savez, soyons sérieux 2 minutes, je ne remets pas en question le sérieux de ces gens-là. Ils ont peut-être peur, je doute qu'ils soient incompétents, mais parfois je me demande, je cherche, j'essaye de réfléchir, parce que si je viens vous parler ici, je n'ai rien contre tous ces gens, j'essaye simplement de comprendre. Et j'essaye aussi de donner aux gens les moyens de comprendre ce qui se passe. Vous ne cherchez pas à les emmerder? Sûrement pas, mais sûrement pas. Au contraire, ni eux, ni personne. Mon but est simplement d'essayer de donner les moyens de comprendre ce qui se passe. C'est ça le but. Lorsque vous ne voulez pas avoir le nez dans le guidon et ne rien comprendre à ce qui se passe, vous empêchez les gens de réfléchir. Et malheureusement, empêcher les gens de réfléchir, au bout d'un moment, ils se réfugient dans une sorte de peur. Et on leur dit de faire n'importe quoi, ils sont capables d'accepter ça. Voilà la situation où il me semble que nous sommes arrivés. Alors Laurent Toubiana, donc je le rappelle, donc vous êtes épidémiologiste. Justement, c'est intéressant d'avoir votre réflexion sur justement ce qu'il se passe. Qu'est-ce que vous pensez également de cette déclaration de l'état d'urgence sanitaire dans les départements et territoires d'outre-mer, notamment en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte, Saint-Martin et Saint-Barthélemy? Plus généralement, cette notion d'état d'urgence sanitaire, elle vous inspire quoi? Est-ce qu'elle a réellement un sens selon vous? Écoutez, il me semble avoir presque déjà répondu à cette question. Pour moi, il faut être capable de justifier, si vous voulez, une chose aussi. Alors, je ne sais pas ce que ça recouvre, l'état d'urgence sanitaire en termes de mesures. Encore parler d'état d'urgence pour une maladie qui est maintenant présente depuis, on le rappelle, presque 2 années en continu, quoi. Mais écoutez, d'une manière générale, je vais vous répondre. J'estime, moi, que depuis le début, toutes les mesures sont totalement disproportionnées. Les gens les acceptent parce que, justement, ils n'ont pas les moyens de comprendre ce qui leur arrive. Et tout l'enjeu de l'épidémiologie, c'est justement ça. L'épidémiologie ne voit pas l'individu, il voit quelque chose de global au niveau d'une population. Épidémiologie, d'ailleurs, l'étymologie, c'est au-dessus des populations. Épidémos. C'est au-dessus des populations. Et donc, il est effectivement difficile de voir au-dessus d'une population quand on est soi-même un individu. Donc, on a besoin de moyens qui nous permettent de comprendre ce qui se passe à un niveau global. Et une épidémie, c'est uniquement quelque chose qui se passe au niveau d'une population. Donc les individus peuvent, dans leur chair, et d'ailleurs très souvent ça se passe comme ça, les gens me disent « Ah, mais tu dis qu'il n'y a pas que l'épidémie est très faible. » Mais moi, j'ai été atteint, ou à côté de moi, il y a eu quelqu'un qui est mort de ça. Ok, c'est très triste, c'est dommage, c'est tout ce que vous voulez, je comprends. Mais moi, mon travail est de donner à chacun une vision globale de ce qui se passe. Et on ne peut pas se fonder sur un cas particulier pour imposer à tout le monde des mesures totalement disproportionnées. On pourrait le faire, mais c'est ce qui se passe d'ailleurs. Regardez ce qui se passe avec certains politiques qui sortent de temps en temps un cas particulier, joue sur une émotion phénoménale. Les frères Bogdanov, en tout cas cette semaine, ça a été... non, mais on peut le dire, c'est évidemment un drame épouvantable parce que c'est vrai qu'ils sont partis vous savez ce que je pense Alors, bon, moi j'étais déjà étudiant quand les frères Bogdanov... Je voudrais pas... ce sont des gens qui sont morts, qui sont médiatiques, etc., et qui ont fait beaucoup de bien probablement à beaucoup de gens. Mais en tant que scientifique, pour moi, c'était pas des gens très sérieux. Donc voilà, c'est plutôt en termes
d'images médiatiques dont on parle. Et je vous ai interrompu, excusez-moi. Dès que j'ai vu ce pataquès autour des frères Bogdanov, qui est une histoire rocambolesque. Voilà. Pourquoi rocambolesque ? Eh bien, on a focalisé sur un cas sans peut-être connaître tout le dossier médical. Écoutez, je pense que le dossier médical des frères Bogdanov, et moi je veux pas cracher sur la mémoire des gens, sûrement pas, et c'est pas mon but du tout. Mais il est probable que, si vous voulez, pour éviter de parler des cas particuliers, beaucoup de gens ont été déclarés étant morts du Covid. Alors qu'ils sont peut-être morts de manière générale, pas forcément. Ils étaient morts parce que c'était des gens qui étaient fragiles, si vous voulez, qui avaient une fragilité. Vous voulez dire morts avec le Covid, la nuance entre du Covid et avec le Covid. Oui, c'est ça. Maintenant, les gens ont commencé à assimiler cette chose-là. Parce que là, en tout cas, on l'a bien dit qu'ils étaient décédés du Covid. Je n'étais pas là, moi, alors il faut croire la personne qui a fait ce travail, mais décédée du Covid, mais je veux bien le croire, mais ça fait surtout une affaire médiatique et si vous voulez se fonder sur... Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, parce que nous allons nous égarer là, très probablement, et nous allons donner finalement dans ce que je ne voulais pas donner. Je voulais expliquer qu'une épidémie, c'était quelque chose de global. Et quand je parle, c'est au niveau d'une globalité. Les mesures, elles ont été mises au niveau de la globalité en fonction de compréhension de ce qui se passait au niveau d'une population totale. Donc, revenir sur des cas particuliers serait un danger dans mon métier. Ça, c'est le métier des médecins, si vous voulez. Le médecin est capable de vous décrire ce que c'est que quelle est la maladie, les symptômes, les moyens d'agir sur les individus, comment faire pour les soigner, etc. Traiter ça, c'est le rôle d'un médecin. Mais le rôle de l'épidémiologiste, lui, est beaucoup plus reculé par rapport à ça. Et donc prendre un cas particulier comme ça, le monter en exergue et dire, vous voyez, les frères Bogdanov sont morts, donc c'est grave. Écoutez, là, il y a un lien qui est inadmissible pour quelqu'un comme moi. Et ça devrait être aussi inadmissible pour tout le monde, parce que tout le monde va payer pour soi-même, pour sa liberté. Il n'y a pas que la liberté, la liberté bien sûr d'aller et venir, mais la liberté aussi, le droit de dire, je ne connais pas ce produit, pour l'instant il n'a pas été suffisamment testé, moi je ne suis pas suffisamment éclairé pour me faire injecter un tel produit. Je ne sais pas quelles vont être les conséquences. Donc, beaucoup de gens y croient, pensent que ça va les soigner, etc. Je pense qu'il doit y avoir aussi un bon effet placebo là-dedans, mais pour les gens qui ne le veulent pas, c'est leur liberté et il ne faut pas les forcer à le faire parce que ça, c'est extrêmement grave, surtout en les culpabilisant, en disant que à cause d'eux, à cause d'eux, toute la société risque de périr. Écoutez, là, on est dans l'irrationnel le plus total, c'est n'importe quoi. Pour moi, ça, c'est du grand n'importe quoi. Et c'est l'impression que vous a faite, notamment les dernières déclarations du président de la République, quand il disait qu'il voulait emmerder jusqu'au bout les gens qui n'acceptaient pas. J'ai pas écouté ça, mais je trouve ça stupide, effectivement. Vouloir, d'une manière dogmatique, imposer une mesure à tout le monde, alors que on sait que cette mesure ne fonctionne pas, on le sait, tout le monde peut le constater par lui-même. Cette mesure était censée normalement nous protéger définitivement de ce virus. On a bien vu que ça n'était pas le cas. C'est-à-dire que c'est pas très grave, ce virus, encore une fois. En tout cas, cela atténuerait les formes graves. Si vous voulez, je parlais de l'évaluation tout à l'heure. On vous dit, on met en place une mesure et vous allez voir, tout ira bien pour vous. C'est-à-dire pas de contamination, pas de maladie, etc. Et l'évaluation, c'est de dire, voilà, avant il y avait, je mets en place une mesure, et maintenant il n'y a plus. Normalement, c'est ça.
Et puis il y a toujours, tout le monde peut le constater. Donc la mesure ne fonctionne pas. C'est ça l'évaluation. En fait, il faudrait faire une évaluation sérieuse et scientifique. D'accord ? Mais tout le monde peut faire de visu le constat que ce machin ne fonctionne pas. Donc pourquoi vouloir l'imposer à tout le monde puisque ça ne fonctionne pas ? Et on veut l'imposer à tout le monde en utilisant des moyens mais complètement fous. C'est-à-dire en disant attention, c'est à cause de vous que ça ne marche pas. Mais attendez, on se moque du monde, là, mais carrément. 90%, plus de 90% de la population adulte est vaccinée. Donc, il reste quoi ? 10% de la population ? Ça veut dire qu'avec 10%, on va contaminer le reste de trucs. Non, ça ne tient pas du tout. D'autant que les gens qui disent ça n'ont pas fait justement d'épidémiologie et apparemment et de dynamique des épidémies. On sait très bien que un taux de couverture bien inférieur à celui-ci, si ça fonctionnait, arrêterait l'épidémie. D'ailleurs, bon, là, on peut aller beaucoup plus loin. Alors, c'est intéressant vraiment tout ce que vous dites, Laurent Toubiana, parce que donc plusieurs questions à présent. D'abord, je parlais de l'état d'urgence de manière générale. Est-ce que vous pensez, par exemple, que le gouvernement pourrait déclarer l'état d'urgence sanitaire en métropole? Ça, c'est la première question. Ben, j'en sais rien, je peux pas vous le dire. Il y a eu tellement de mesures totalement folles. Alors, je devrais pas m'exprimer comme ça. D'ailleurs, je fais une petite aparté. C'est probablement l'une de mes dernières apparitions dans les médias, parce que je reviendrai sur votre question. Ouais, je ne bien sûr, pas, non, au contraire. Mais j'estime que il est devenu pour moi. D'abord, j'aime pas passer dans les médias. Je vous le dis tout de suite. C'est quelque chose qui est très dur pour moi. Puis, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Ça fait 2 mois que je publie des papiers, que je signe des tribunes, que j'écris des tribunes, que je produis beaucoup d'informations. Et vous en payez le prix fort, c'est ça? Et là, maintenant, je commence à payer le prix fort. Et c'est quoi, ça ? Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est ça commence à être menaçant, vraiment. Bon, donc, ça veut dire... Non, mais ça, c'est intéressant sans vous demander le détail. C'est quoi les menaces précisément que vous avez? Alors, je ne vais pas rentrer dans les menaces, mais on me prévient que ça peut être dangereux pour moi de toute façon. Mais vous voulez dire, attendez, dangereux pour vous professionnellement, votre intégrité physique? Écoutez, professionnellement... il y a longtemps que ça a été dangereux pour moi dès le début, pratiquement, puisque pas mal de mes contrats ont été annulés, etc. J'ai des difficultés à publier, même à poster, si vous voulez, sur des archives. Vous savez ce que c'est, ce sont les prépublications. C'est quelque chose d'hallucinant. Même les prépublications, je suis évincé, donc j'ai même des difficultés, si vous voulez, à publier des articles scientifiques. Il faut toujours que j'arrive à me camoufler ailleurs sur d'autres questions. En tout cas, sur la question du Covid, c'est impossible. Ça, c'est la première chose. Sur les contrats, c'est difficile. Mes propres collègues me regardent un peu de travers. Tout ça est très, très dur. Comment vous expliquez ça des gens qui vous connaissent sans doute depuis des années? Ils ont changé d'opinion sur vous? Eh bien, une partie de mes collègues ont été purement et simplement suspendus. Puisque vous parliez de M. H tout à l'heure, certains de mes collègues, ne voulant pas se vacciner, c'est de mon point de vue leur droit, ont été suspendus. Ça n'est pas illégal en plus, aux yeux de la loi, de ne pas vouloir ou de ne pas accepter. Oui, mais ce sont des gens de la PHP, certes, qui ont le statut APHP, mais qui ne sont pas en contact avec le public. Ce sont des chercheurs comme moi. Ils ont été suspendus. Ça veut dire des gens qui, du jour au lendemain, étaient des chercheurs exactement comme moi, ont été suspendus. Alors moi, ça ne m'est pas arrivé. C'est-à-dire sans salaire également? Oui, sans salaire, sans rien. Suspendu, ça veut dire suspendu. C'est la pire des situations. C'est-à-dire que... je ne sais pas si vous êtes tout de même au courant de ça, non? Bien sûr, bien sûr, mais je savais pour les médecins, c'est l'occasion de le rappeler, justement, je le sais, bien entendu. Je voulais que ce soit vous qui le disiez, c'est-à-dire pas de salaire, vous êtes mis en marge de la société. Totalement. Et ça, ce sont les collègues qui étaient proches de moi, si vous voulez, avec lesquels je travaillais.
ceux avec lesquels je ne travaillais pas, regardaient mon travail un petit peu de loin et m'ont même demandé d'être très discret. Voilà. Et les autres types de menaces, vous laissiez entendre qu'il y en avait d'autres par rapport à votre intégrité physique, c'est ça ? Écoutez, j'ai reçu quelques... On va pas passer son temps là-dessus. J'ai reçu quelques avertissements disant que il valait mieux oui, crédible, oui, il valait mieux que je me calme. Donc je vais le faire. Je vais arrêter, mais ce n'est pas pour ça. Mais c'est une manière, excusez-moi, de leur donner raison aussi, quelque part, de non, j'ai toujours fait. Au silence. Je vais rentrer dans le détail je vais préciser plutôt ce que je suis en train de vous dire. J'ai fait ça depuis le début. Je suis arrivé, en gros, je suis intervenu à peu près à chaque fois que j'avais quelque chose à dire sur des choses que je voyais. Et je suis intervenu à peu près à chaque fois qu'il y a eu un des épisodes de ce feuilleton interminable du Covid. Donc, la dernière fois que je suis intervenu, c'était pour le 5e épisode avec toujours le même scénario, si vous voulez, que j'ai décrit dans un de mes papiers. Toujours le même, ça s'est déroulé exactement de la même manière. Et donc, à chaque fois, j'interviens pendant un moment. Ça fait 2 mois. Je vous ai dit, j'ai produit pas mal de choses. Et puis maintenant, j'ai l'impression que je me répète. C'est-à-dire que ce que j'ai dit, je l'ai dit. Les gens pourront le voir si les vidéos ne sont pas supprimées ou passées dans le fond de comment on appelle ça, de YouTube ou je ne sais trop quoi. Mais les gens pourront en tout cas aller sur mon site, sur le site de l'IRSAN, voir tout ce que j'ai publié sur la question, voir les anciennes vidéos puisque je les conserve. Et donc voilà, j'ai tout dit. Je ne vais pas me répéter 107 ans. Donc, il est temps pour moi de rentrer de nouveau, comme je l'avais déjà fait lors des vagues précédentes, de rentrer un peu dans l'ombre et de laisser peut-être la place aux autres. Alors, Laurent Tobiana, justement, on va revenir à votre science de prédilection, justement, l'épidémiologie, et puis parler encore une fois plus en détail de cette pandémie. En tout cas, j'aimerais que vous nous expliquiez exactement les différences qu'il existe entre Delta et Omicron. Delta, on le rappelle, donc, était plus mortel, ça c'est acquis. Est-ce que vous pouvez le variant Delta, parce que pour les gens qui nous écoutent, c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à tout mélanger, c'est vrai. Oui, vous avez raison. Est-ce que vous croyez à la théorie, par exemple, selon laquelle même si le variant Omicron est moins mortel, le fait qu'il soit plus contagieux pourrait entraîner un plus grand nombre de morts? Parce qu'en subliminal, on a parfois l'impression de comprendre. Ah bon, vous avez compris ça? Moi, je n'avais pas du tout compris ça. Mais bon, non, je n'ai pas compris ça, mais je vais vous dire quelque chose. Les virus sont des organismes, on va dire, qui, comme tout organisme, essayent de survivre. Donc, s'adaptent. Ils s'adaptent parce que leur les variants, c'est ça oui, c'est ça, c'est les variants. Mais je parle encore une fois, je vais du général au particulier. Tous les organismes s'adaptent. Si on est encore, nous, en train de discuter là en ce moment, c'est parce que nous sommes adaptés depuis des millénaires à notre environnement. Eh bien, le virus, lui aussi, fait ça, il s'adapte. Et puis, lorsque finalement, en face de lui, il a trouvé son hôte qui a créé des défenses, c'est-à-dire des défenses immunitaires, c'est-à-dire que dès qu'il pénètre dans l'individu, l'individu répond et dit « niet, tu ne passeras pas ». Il se dit il faut trouver une méthode de contournement. Donc, la méthode de contournement, c'est de changer quelque chose en lui, donc de s'adapter pour pouvoir essayer encore d'entrer. Voilà. Donc, ce phénomène, il faut en parler aux virologues, pas à moi. Moi, je regarde les choses de haut. Ce que je peux vous dire, néanmoins, c'est qu'en tant qu'épidémiologiste, lorsqu'on regarde les courbes de mortalité, en effet, on s'aperçoit que c'était déjà pas bien fort au début. Et ça, je peux entrer dans le détail de ce n'était déjà pas bien fort au début. Et puis, plus ça va, moins les gens sont touchés, pas mortellement en tout cas, par ce virus. Le nombre de morts, globalement, pendant les vagues épidémiques, en pourcentage, diminue. Donc on pourrait hâtivement en conclure que finalement, ce virus est peut-être plus contagieux, mais moins mortel. Maintenant, qu'il soit plus contagieux, pour moi,
est une très bonne nouvelle parce que finalement, le fait qu'il soit moins contagieux et provoque des formes moins graves de la maladie, voire ne touche pratiquement pas du tout une grande partie des personnes qui ont été testées positives. Testées positives, si je crois le truc, c'est il y a un virus qui est arrivé, il est là, il est présent, mais je ne suis pas malade. Parce qu'il faut savoir que parmi tous ces testés positifs, il y en a très peu de malades. On rappelle donc testé positif, c'est au SARS-CoV-2, et on dit d'ailleurs tout le temps en permanence testé positif à la Covid. Finalement, c'est une erreur de langage, ça aussi, parce que finalement la Covid, c'est le nom de la maladie, et ça ne veut pas dire... oui. Mais globalement, schématiquement, il est testé positif et il ne fait pas de maladie. Bon, ça veut dire qu'il a été exposé à un facteur de risque, si vous voulez, donc à un virus, à une charge pathogène, et il ne fait pas de maladie. C'est une bonne nouvelle, ça. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui sont capables de lutter contre un virus. Et le fait qu'il y ait, c'est ce qu'on appelle l'immunité collective. Voilà, la fameuse immunité collective. C'est comme ça que s'arrêtent les épidémies, finalement. C'est par l'immunité collective. Et à quoi sert un vaccin? Oui, mais s'il mute en permanence, pardon, je ne connais rien, je n'ai pas votre science, mais s'il mute en permanence, est-ce qu'on va pouvoir l'atteindre, cette immunité collective? En fait... on en a parlé au tout début de l'épidémie, et pourtant c'est quelque chose qui est passé sous silence par la suite. Il existe pour ces virus-là ce qu'on appelle des immunités croisées, c'est-à-dire que le fait d'avoir rencontré le virus à un moment donné, une des formes du virus permet de lutter contre un variant de ce virus. Alors ça dépend évidemment de l'individu. Quand vous êtes un jeune homme fringant ou une jeune fille fringante en pleine forme, etc., vous faites du sport, vous êtes là, vous avez la force pour lutter contre votre système immunitaire tout neuf, à la force pour lutter contre cet ennemi qui est le virus. Évidemment, les personnes qui sont dont le système immunodéprimé évidemment, mais les personnes dont l'immunité a faibli parce qu'elles sont plus vieilles, l'âge, etc., celles-là vont moins lutter, et l'immunité croisée va moins bien se faire. Et donc, si vous voulez, c'est ces personnes-là qu'il faut protéger au maximum en priorité. Mais moi, ma théorie, et c'est pas une théorie en l'air, hein, c'est quelque chose qui a été montré par des modèles mathématiques, notamment. Donc la théorie, c'est que globalement, on a eu la chance de s'apercevoir très tôt que ce virus-là s'attaquait très faiblement aux populations jeunes. L'idée eût été de laisser ces populations jeunes se contaminer, puisqu'elles n'avaient pas grand risque à être vraiment malades. Et le fait d'avoir constitué, si vous voulez, une immunité collective suffisamment grande aurait protégé les personnes susceptibles de faire une forme grave de la maladie. C'est-à-dire que en augmentant l'immunité naturelle, spontanée, dont le coût de l'augmentation n'aurait pas été très dur, dans la mesure où les gens contaminés auraient répondu favorablement au virus, c'est-à-dire qu'ils l'auraient combattu. Ce coup, sans faire un vrai malade, eh bien ça aurait permis de stopper l'épidémie. On a fait exactement le contraire. Au moment où le virus est arrivé, on a enfermé les gens ensemble et on les a empêchés de se contaminer. Donc du coup, dès qu'on a relâché ces gens-là dans la nature, écoutez, ils ont continué à se contaminer. Puis après, on leur a dit mettez des masques et puis vaccinez-vous. Et on a vu que le vaccin, en aucun cas, créait une immunité collective stable et forte. Donc voilà, tout le schéma est développé ici. En Suède, notamment, ils ont suivi
ce que je viens de dire, c'est-à-dire que c'était un épidémiologiste qui était à la tête de la santé en Suède et il a suivi exactement cette technique et ils n'ont pas été, ils ont fait globalement la même chose que nous, sans mettre aucune mesure pharaonique que nous avons mise. Alors, pardon, excusez-moi de revenir encore à cette nuance. S'il y a plusieurs variants, justement, le problème demeure quand même, malgré tout. Enfin, non, parce que... On serait protégé de manière générale par rapport à tous les variants, avec cette immunité collective. Les fameux variants. Alors, il faut se méfier. D'abord, est-ce qu'il faut s'attendre à des variants encore plus dangereux ? Parce que là, on parle d'Omicron, mais bon, il y en a même un nouveau qui a été trouvé par les équipes du professeur Raoult. Si vous voulez, autour de nous, nous sommes entourés de virus de toutes sortes. Nous vivons avec les virus en permanence. Il y en a plein. Si on s'amusait à tester tous les virus, j'imagine même que si on s'était amusé à tester comme on fait à l'heure actuelle, il y a 4 ou 5 ans, on aurait trouvé des virus. Et d'ailleurs, on en trouve plein tous les hivers. Il y a toujours, d'ailleurs, ce qu'on appelle syndrome grippale, en réalité, c'est une forme clinique d'une maladie, mais en aucun cas, on va chercher exactement ce qu'il y a comme virus pour ça. En réalité, on fait, encore une fois, depuis peu d'ailleurs, depuis peu de temps, on faisait un échantillonnage pour savoir quels étaient les virus circulants. Et encore, on ne cherchait que les virus de la grippe. Mais il y a des quantités de virus qui donnent cette forme clinique-là, et parmi lesquels il y a le virus du Covid. Donc il y aura toujours des mutations de virus, il y aura toujours des trucs qui vont traîner partout, il suffit d'arrêter de les regarder, et puis vous verrez... Il est peut-être appelé à devenir un simple rhume, comme mais c'est déjà un simple rhume, soyons clairs, et même dès le départ, le tableau clinique du Covid avait été initialement confondu par les médecins avec le tableau clinique de la grippe. D'ailleurs, il codait au tout départ, et d'ailleurs il y a des publications là-dessus qui le disent, il codait Covid, il codait grippe, ce qui était en fait, a posteriori, ils ont su que c'était du Covid. Donc vous voyez que la confusion est totale entre ce qui, pour un médecin en plus, qui a l'habitude de voir des malades, entre ce qui était engendré par le virus de la grippe, en termes de tableau clinique, et ce qui était engendré par le Covid. Il y avait une confusion, et puis après, on s'est aperçu que ce virus-là faisait moins de morts pour les personnes de classe d'âge relativement jeunes, et plus de morts pour les classes d'âge supérieures. Et on s'est aperçu en fait que la maladie, on pourra parler de la mortalité, mais il y a plusieurs causes pour lesquelles il y a eu un pic de mortalité qui a été important, mais qui a fait très peur. Et probablement, c'est la peur initiale des gens qui ont mis en place ces mesures. C'est leur peur initiale, c'est pour ça qu'ils ont mis... il y a quand même, pardon de vous interrompre, Laurent Toubiana, mais il y a quand même des faits. Comment vous expliquez avec toute cette population, en grande majorité de Français vaccinés, qui est des contaminations croissantes ? Mais les contaminations n'a pas... là, on revient au début de notre conversation. Ouais. Les contaminations... Il n'y a finalement pas d'incidence entre... Si une contamination ne donne pas de malade, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche ? Si vous voulez, on s'en fiche complètement. On est probablement donc, contaminé. Quand le président de la République et d'autres disent que ça aide à diminuer justement la transmission, le vaccin... mais non, le vaccin en aucun cas n'aide à diminuer... Ah bah si, le président de la République l'a dit, ça, lors de ses vœux, il a dit que ça diminuait vraiment de manière drastique. Donc je ne savais pas que le président de la République était épidémiologiste, ça je ne le savais pas. Mais il est beaucoup de choses, mais il me semble qu'il s'informe pas tout à fait vers toujours les bonnes personnes. En tout cas, les personnes qui tentent de dire autre chose que ce que une forme de si vous voulez, un minimum de personnes. Bon, je vais vous dire, la dernière tribune qu'on a signée avec Laurent Mucchielli, il y avait 2500 chercheurs. On rappelle qui est Laurent Mucchielli. Alors, Laurent Mucchielli est un des sociologues avec lequel on avait coécrit
la fameuse tribune « Nous ne voulons plus gouverner par la peur ». C'est comme ça, c'est à ce moment-là que nous nous sommes connus. Depuis, on a beaucoup collaboré. Dans très peu de temps, nous allons, il est responsable de l'édition d'un ouvrage commun avec d'autres chercheurs et qui va sortir incessamment justement sur la doxa du Covid. Donc c'est un sociologue très connu, il est médaille d'or du CNRS, donc voilà, quelqu'un de très bien. Mais je ne sais plus pourquoi je disais ça. Oui, on parlait du président de la République. Oui. Eh bien, si vous voulez, il y a une grande majorité de gens maintenant en France, je pense, qui, c'est pas que je pense, je le sais, qui disent exactement le contraire du conseil scientifique. Là, vous savez que il y a d'autres conseils scientifiques qui se sont mis en place pour justement donner aussi des informations sur ce qui se passait pour comprendre cette épidémie. Et finalement... Vous voulez dire qu'il n'est pas représentatif de la communauté scientifique? Pas du tout. Française. Non. C'est un comité ad hoc, c'est-à-dire qu'il a été monté, les gens ont été choisis avec des critères qui sont inconnus. Pendant longtemps, on n'a pas su qui étaient vraiment ces gens-là. Après, on a su, on a regardé qui ils étaient, mais au tout début, souvenez-vous, au début du confinement, on ne savait même pas qui était dans ce fameux conseil scientifique. Après, on a su qui ils étaient, mais en aucun cas, ils sont représentatifs de l'ensemble de la communauté scientifique. En aucun cas. Mais beaucoup de gens n'osent pas s'exprimer parce que c'est compliqué de s'exprimer. D'abord, je l'ai dit tout à l'heure, et ça peut avoir... Moi, je suis totalement en fin de carrière. J'ai aucun intérêt. Je suis un chercheur de. Vous n'avez plus rien à prouver. J'ai plus rien à prouver. J'essaye simplement de donner une autre vue. J'essaye même pas de convaincre. J'essaye simplement de donner des moyens, des outils pour essayer de comprendre ça. Alors justement, Laurent Tubiana, vous le disiez quand même, il faut être prudent dans ce qu'on dit. Alors pour les gens qui nous regardent, on va le dire, c'est pas pour se censurer, c'est juste qu'on est sur une plateforme où il y a un risque de censure quand on parle de ces sujets-là. Donc il faut juste être prudent, je le dis, et ça n'est absolument pas une volonté de vous ou de nous censurer. Mais la question, et donc vous allez comprendre pourquoi je vous la pose de cette manière-là, je vous la pose frontalement. Selon vous, Laurent Tubiana, le vaccin ne serait pas la solution unique face à cette épidémie de Covid-19. C'est ça ce qu'on pourrait dire à l'heure actuelle, le fruit de votre observation de cette situation, de l'évolution donc de la situation aujourd'hui, vous amène à cette conclusion? Moi, ce que je constate, c'est que vous me posez cette question maintenant. Or, il y a quelque temps, je vous aurais dit, mais un vaccin pour ça, mais c'est complètement stupide. Un vaccin pour une maladie qui fait si peu de malades et si peu de morts. Et les morts qu'il y a eu étaient des morts plus ou moins attendues, à part les morts exceptionnelles. Donc, comment imaginer qu'on puisse... vacciner, vous imagineriez, vous, vacciner pour un rhume? Non, mais le vaccin, à la rigueur, en lui-même, n'est pas à remettre en cause, parce que si tant est que le vaccin sauve juste une ou deux personnes, si la science peut le mettre à la disposition de ces deux personnes, pourquoi pas? Les gens qui le veulent. Voilà. Mais vous, c'est pas la notion même du vaccin, c'est son utilisation, enfin, le fait qu'il soit de manière déguisée, imposée, puisque là, j'allais dire, le professeur, le médecin Olivier Véran l'a dit il y a quelque temps, que c'était une manière déguisée d'imposer la vaccination obligatoire. Ça, vous le réfutez catégoriquement. Vous trouvez catégoriquement, oui. Catégoriquement. Vous ne pensez pas que c'est une arme quand même pas négligeable? Pas du tout. Ça a démontré, le vaccin a démontré qu'il n'était pas du tout une arme. Pas du tout, puisque nous sommes toujours dans la même situation. Alors, c'est une situation qu'on nous décrit comme très alarmiste, d'accord? Ok. Donc j'entends que le vaccin, pour la situation, pour la crise, n'a servi à rien. Vous êtes d'accord avec moi? Le constat, l'observation, c'est que ça n'a pas eu l'effet escompté. Ça, on ne peut pas le remettre. C'est l'observation, d'accord? Mais en plus, ce que je peux dire, c'est que la remise en cause de cette thérapeutique-là
est pour moi évidente, parce qu'il y a d'autres moyens de s'en sortir. Si vous voulez, moi je ne vaccinerai pas... Par les traitements alternatifs, c'est ça? Bien sûr, il y a d'autres traitements, voire la plupart du temps. Si vous voulez, il faut bien sûr faire attention aux personnes qui peuvent avoir des conséquences graves. Là, c'est l'argument selon lequel... Pour l'immense majorité des personnes, cette maladie, cette épidémie ne fait strictement rien. D'ailleurs, tout le monde s'en rend compte. Si vous voulez, c'est ça qui est extraordinaire dans cette affaire-là, c'est que on voit bien que les gens sont soumis à un flot continu d'informations qui est anxiogène, on va dire, hein, pour faire simple. Et dans leur vie de tous les jours, ils se disent, mais pourquoi on fait ça à propos? Pourquoi on ne va pas dans un bar, etc. Et dès que le gouvernement lâche un petit peu, ah, c'est la joie, et tout le monde part dans tous les... Donc ils n'en ont rien à faire, en réalité. Tous ces gens en ont rien à faire. Et au fin fond d'eux-mêmes, si vous voulez, il faudrait très peu de choses pour que les gens disent, mais après tout, on se réveille, il ne se passe rien, là. Tout ça ne sert à rien. On est dans une sorte de rêve. Je ne suis pas du tout complotiste en disant ça. Je regarde simplement les faits. Il n'y a pas de complot. Il y a juste les faits. Les gens ont une vision objective de ce qu'ils voient. Alors justement, sur les faits, parlons un petit peu de chiffres, hein, puisque on entend beaucoup de chiffres qui circulent sur notamment la proportion de non-vaccinés parmi les personnes en réanimation. D'après les différents chiffres, vous me dites si je me trompe, et j'ai l'impression que vous allez me dire que vous allez contester ces chiffres. D'après les différents chiffres, 70% des patients en réanimation ne sont pas vaccinés. Alors pourriez-vous, pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, faire la lumière sur ce sujet? Mais je ne sais pas d'où vous sortez ces chiffres. C'est ça, on les lit partout. Vous les lisez dans les journaux? Moi, je croyais naïvement que dans certains journaux... Mais écoutez, moi je ne sais pas. Reconnus... Moi, je me fonde sur les chiffres officiels. Et là, ce ne sont pas des chiffres officiels, ça? Je ne sais pas, justement, citez vos sources, je ne sais pas. Moi, ma source, je vais vous la citer, hein, c'est l'adresse. Je préfère que ce soit vous qui la citiez. Voilà. Non, mais citez-moi la source fiable. L'adresse, vous regarderez le sigle, c'est la direction de la santé. Hein. Encore une fois, je ne connais pas les sigles par cœur, mais c'est eux qui donnent l'état. Enfin, écoutez, pardon, quand même l'écrasante majorité des chefs de service de Réa qu'on voit sur toutes les chaînes info de France et de Navarre, ils ont l'air de quand même laisser entendre... Ils nous ont raconté beaucoup d'histoires depuis le début. Excusez-moi, mais si on devait faire le glossaire de l'ensemble des sornettes qu'ils ont sortis... Ces chiffres nationaux contrediraient leur analyse de la situation. Comment vous l'expliquez? Oui, bien sûr, évidemment. Comment vous l'expliquez, ça? Ça, je l'explique pas. Ils sont plus près quand même de la réalité. Pas. Moi, je regarde les chiffres. Et les chiffres sont globalement aux alentours, alors je ne les ai pas en tête, mais aux alentours concrètement, quand même, de 50%. Laurent Toubiana, on n'aurait pas plus de chance, si j'ose ça comme mot, entre guillemets, d'aller en réanimation si l'on n'est pas vacciné? Non, à l'heure actuelle, sur ces chiffres-là, c'est à peu près 50% de gens... sur le 75%, en tout cas, c'est faux. Ça, c'est clair, c'est faux. Et en plus, lorsqu'on regarde classe d'âge par classe d'âge, la bascule de ce taux-là de 50% s'est faite aux alentours du mois d'octobre. Donc, ce chiffre est faux. Voilà. Mais, je veux dire... dans cette affaire, si vous voulez, les gens confondent à peu près tout. En réalité, ils disent après, oui, mais regardez, si on échantillonne la population, vous voyez bien qu'il y a plus de gens non vaccinés, puisqu'il n'y a que 10% de non vaccinés et qu'on en retrouve par exemple 50%. C'est un raisonnement qui peut s'entendre. Mais le vrai raisonnement, quel est-il? C'est que avant la mise en place du vaccin, c'est-à-dire les premières vagues, on va dire, les premières phases, il y avait en gros un taux d'hospitalisation qui était de l'ordre de 37% si on ramenait au nombre de malades.
En gros, avant la vaccination, c'était à peu près 37%. On regarde maintenant qu'on met en place un système. Alors pourquoi je parle d'hospitalisation? C'est intéressant parce qu'il y a le même débat sur les hospitalisations, sur les chiffres d'hospitalisation. Non, mais les formes graves, c'est l'hospitalisation pour moi. Et d'ailleurs, il faut s'entendre sur ce que c'est que la forme grave. Qu'est-ce que c'est que la forme grave? Vous parlez d'admission en soins critiques, c'est ça? Non, moi je parlais déjà de l'hospitalisation. Mais encore plus grave, effectivement, il y a l'admission en soins critiques. C'est très peu de gens en ce moment. Mais si on prend comme base le nombre de malades au cours du temps, et que on dit, ces nombres de malades génèrent tant de formes graves, d'accord? C'est-à-dire qu'on prend comme dénominateur le nombre de malades. Ok, on ne va pas prendre toute la population, on prend juste le nombre de malades. Et donc, en gros, lorsqu'on a tant de malades, eh bien, on peut dire qu'il y a à peu près 37% de gens hospitalisés et environ 8% de gens en soins critiques. Donc ça, c'était avant la vaccination. Et quand on se place après la vaccination, eh bien, on a toujours 37% et 8% de soins critiques. Donc, avant, après, eh bien, on obtient la même chose. Ah, c'est bizarre. On met en place une mesure et finalement, le résultat est toujours le même. C'est-à-dire que l'hospitalisation et la mise en soins critiques est toujours constante. Ça ne vous pose pas de questions, tout ça? C'est-à-dire que la mesure, globalement, et ça c'est, je suis en train de faire des études plus précises là-dessus. Je vous donne juste l'idée. L'idée, c'est de faire un avant-après. C'est quelque chose de très commun en épidémiologie. Eh bien, avant-après, eh bien, on obtient exactement la même chose. Donc, globalement, ça ne sert pas à ça. Ça ne sert pas à grand-chose. C'est-à-dire que la légende selon laquelle ça préserverait des formes graves est potentiellement remise en cause. Alors, Laurent Tubiana, voilà donc pour cette première partie, on va dire, de l'interview. Pour la deuxième et dernière partie de l'interview, j'aimerais qu'on s'éloigne maintenant un peu plus des chiffres et qu'on parle un peu plus de manière générale, peut-être même un peu de politique. Comment vous expliquez, donc vous avez souvent dénoncé avec d'autres grands noms tels que le professeur Toussaint, le fait que nous nous dirigeons de plus en plus vers un gouvernement par la peur qui délaisse la raison au profit des émotions. Bon, là, on peut dire qu'on y est. Comment est-ce que vous expliquez, Laurent Tubiana, que le gouvernement s'appuierait tant, si l'on vous écoute, sur la peur des gens? Quels intérêts y trouverait-il? Là, je ne suis plus un épidémiologiste. Du coup. Ouais, en tant que citoyen. Là, je suis là, vous parlez en tant que citoyen. Oui, ça. vaut mieux Sinon, vous allez parce prendre que là, on est risques. presque dans une conversation. Si vous voulez, je vais m'exprimer en tant que citoyen et non en tant mais c'est intéressant parce que vous êtes aussi citoyen. Ça n'est pas parce qu'on est épidémiologiste qu'on n'est plus citoyen, heureusement. Voilà. Donc, mais il est important d'apporter cette nuance, sinon vous prendriez encore des risques bien sûr, bien sûr. Vous exprimez à présent en tant que citoyen. Mais d'ailleurs, je ne veux pas inclure dans ma profession ce que je vais vous répondre là. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de difficultés à vous répondre directement. Donc vous me demandez, mais pourquoi ces gens, et c'est une question, si elle avait été simple, elle aurait déjà trouvé des réponses. Parce que nous sommes face à quelque chose de multifactoriel. Il y a de très nombreuses raisons qui peuvent... Justifier qu'on ait peur. Justifier qu'on ait peur et justifier aussi la mise en place de telles mesures qui, de mon point de vue, sont disproportionnées par rapport au danger réel du truc. Tout ce que j'ai essayé de dire, c'est que le danger était relativement limité et que les mesures qui ont été prises ont été démesurées. C'est ça ce que je dis. Et donc, au final, essayer de comprendre pourquoi ça a été fait comme ça, c'est quelque chose de très compliqué, parce qu'il peut y avoir de quantités de raisons, y compris des raisons folles auxquelles je ne crois pas du tout, des raisons dites complotistes, c'est-à-dire que tout ça aurait été manigancé de loin, téléguidé par je ne sais trop quoi. Ça, non, je ne peux pas. C'est-à-dire que je ne peux pas adhérer à ce genre de choses. J'essaye de raisonner tout à fait normalement. Mais il y a
effectivement probablement des mécanismes qui se sont mis en place dès le départ. Je pense que dès le départ, il y a eu effectivement une grande peur, puisque, si vous voulez, je vais faire une toute petite aparté, dans mon tout premier article, celui que j'ai publié juste avant la mise en place du premier confinement. Dans ce petit article, je disais que tout était extrêmement confus et qu'il fallait prendre du temps avant de se lancer dans cette opération et j'ai eu beaucoup de mal à publier ce premier petit article. Pourquoi ? Parce que j'ai l'habitude des épidémies depuis 30 ans que je les suis, et je sais qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle épidémie, c'est systématiquement une grande angoisse dans les populations et aussi dans le gouvernement qui doit mettre en place des choses. Et si vous voulez, c'est ce que j'appelle, moi, très probablement le syndrome du sang contaminé, si vous voulez. Le syndrome du sang contaminé, c'est quand des politiques ont été traînés devant les tribunaux pour des décisions qu'ils ont prises ou pas prises. C'est-à-dire, leur responsabilité a été engagée. Et donc, cet engagement a produit un principe de précaution. Et ce principe de précaution est devenu presque excessif, c'est ça. Oui, est devenu, ce principe de précaution a fait en sorte que les gouvernants se sont dit, si ça se trouve, dans un premier temps, ils ont laissé, vous êtes bien rendu compte qu'ils ont laissé un peu courir les choses. Et quand c'est arrivé en Italie, souvenez-vous de cette affaire-là, où l'Italie a commencé à mettre en place le confinement, on s'est dit, moi, je me disais, mais ayons confiance dans notre système. On écoutait même Agnès Buzyn, on avait l'impression que c'était comme Tchernobyl qu'il allait s'arrêter aux frontières. Et en fait, subitement, ils se sont aperçus qu'il n'y avait plus de masques, qu'il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de tests, etc. Et donc, dans l'urgence, ils se sont dit, ne prenons aucun risque et on va faire comme les autres. Et donc, il y a une forme de mimétisme qui s'est mis en place. Et après, très probablement, moi, j'avais réagi à ce moment-là et j'avais dit, mais c'est complètement fou, on va pas pouvoir faire ça. Ça se passe tous les ans. Si vous voulez, les saturations d'hôpitaux ou des urgences, ça se passe tous les ans, quoi. Avec la grippe, c'est ça? Avec la grippe, on a l'habitude de ça. Et donc, je me suis dit, voilà, il faut que je prenne du recul moi-même parce que ça va être encore un scandale, ce truc-là. Et je vais encore en prendre plein la tronche. Donc j'ai l'habitude de ce truc-là parce que ça m'est arrivé. Mais objectivement, pardon, encore une fois de vous interrompre, bon, pour le gouvernement c'est une chose, mais les personnes âgées, certaines tranches de la population n'ont pas raison d'avoir peur, parce qu'il y en a peut-être certaines quand même qui ont légitimement des raisons. Mais tout le monde avait raison d'avoir peur, si vous voulez. Face à quelque chose d'inconnu, face à l'inconnu, on a raison d'avoir peur. C'est un réflexe tout à fait normal. Ensuite, quelqu'un qui est aux responsabilités a lui raison de regarder l'ensemble de la question et ne pas, si vous voulez, ne pas se référer uniquement aux plus alarmistes. Il y a parmi les épidémiologistes des gens extrêmement alarmistes parce qu'ils justifient quelque part, ça fait aussi partie du jeu, si vous voulez. Les lanceurs d'alerte, il y a une forme d'hubris dans le lanceur d'alerte, celui qui dit c'est moi qui vous préviens, et finalement, celui qui prévient prend peu de risques. Pourquoi ? Parce que quand on prévient et que le phénomène ne se passe pas, on le dit, bah oui, ils nous ont prévenus, on a mis en place les choses. Et si ça se produit, le lanceur d'alerte dit, je vous avais prévenu et vous n'avez rien fait. Donc, à tous les coups, il gagne. La personne, dans mon cas, qui dit, écoutez, ça va se calmer, cette personne-là prend tous les risques. Parce que si le phénomène arrive vraiment, eh bien, on va lui dire, ouais, quoi, tu as été rassuriste. Et voilà ce qui se passe. Ce qu'on a dit de vous, d'ailleurs. Oui, c'est ce qu'on a dit de moi. Et en réalité, il s'était pas passé grand-chose. J'avais dit, il y aura pas une deuxième vague. En effet, il y a eu une deuxième vague de tests. Vous regrettez pas certains de vos propos? Absolument pas.
Absolument pas. Il y avait une confusion, si vous voulez, de la même manière qu'il y a une confusion actuellement. On l'a expliqué longuement tout à l'heure. Hein. On a dit, attention, on confond les cas et les malades. Donc, quand on se réfère aux cas, effectivement, il y a une vague de cas, mais il n'y a pas de vague de malades. Donc, et il n'y a pas de vague de morts non plus. C'est quelque chose qui est... C'est un artefact. C'est qu'on a changé simplement de paradigme. On considère des cas, mais ce sont des gens qui sont simplement testés. Donc c'est ce qu'on a expliqué longuement tout à l'heure. Donc non, je regrette rien là-dessus. C'était le risque que je prenais de dire soyons calmes, prenons nos responsabilités. Exactement comme l'a fait l'épidémiologiste de Suède, hein, souvenez-vous, et il a tenu jusqu'au bout, et il n'y a pas eu de confinement en Suède, et il n'y a pas eu plus d'épidémies. Et la situation est quasi identique. Et pourtant, ils ont été critiqués à l'époque, hein, extrêmement critiqués. Donc, si vous voulez, votre question est une très vaste question. Il nous faudrait des heures pour y répondre. Mais vous voyez quelques éléments. Déjà, ces lanceurs d'alerte qui, finalement, comme je le disais, une forme d'hubris dans le fait de pousser, en plus, en prenant le moins de risques possible. Donc, tout est gagnant pour eux. Il y a eu des gens comme ça. Il y a des gens qui fonctionnent comme ça, que j'ai vu pour cette épidémie-là, fonctionner comme ça, et je les connaissais depuis longtemps parce qu'ils font ça, ils font ce coup à chaque fois. Ferguson, l'homme aux 500 000 morts, souvenez-vous, le gars... On rappelle donc... Alors, Ferguson, c'est un épidémiologiste aussi. C'est quelqu'un qui met en place des modèles. En épidémiologie, il faudrait que je raconte un petit peu l'épidémiologie. Il y a l'observation sur place, je vais parler du réseau Sentinelle. Ensuite, on rapatrie les données, on les traite, et puis après, on fait des courbes et on arrive à dire, bah oui, il y a ça c'est l'épidémiologie descriptive. On décrit ce qui se passe. Et puis, il y a un autre type d'épidémiologie, c'est l'épidémiologie explicative, pour comprendre comment ça fonctionne, tout ça. Et donc, pour comprendre comment ça fonctionne, pour faire des projections, pour faire de la détection précoce, on met en place ce que l'on appelle des modèles. Ces modèles permettent de simuler la réalité, c'est-à-dire, c'est plus la réalité, mais ils sont inspirés, ces modèles, ils calquent la réalité en simplifiant évidemment, énormément, toute la complexité de ce qu'est une épidémie. Donc en simplifiant les choses, on peut se dire, ben voilà, la forme de l'épidémie aura telle forme, etc. Et c'est sur la base de ces modèles-là, très simples, qu'on appelle donc des modèles explicatifs. Pardon, le professeur Raoult, qui n'est pas épidémiologiste, en avait fait lui aussi des modèles, et là-dessus, il n'avait pas eu raison, surtout a priori quand même. Bah oui, mais on a raison de se méfier des modèles, c'est ce que je suis en train de dire. On a tout à fait raison de se méfier des modèles. Les modèles sont faits pour comprendre les phénomènes, mais en aucun cas, ils sont faits pour prendre des décisions graves, telles que confiner l'intégralité d'une population en disant, si vous ne faites rien, il y aura 500 000 morts supplémentaires. Mais est-ce que c'est pas mieux de faire justement parfois, par excès, peut-être trop de choses, plutôt que de ne rien faire du tout? C'est-à-dire, dans le doute, prévoit le pire. Mais vous vous rendez compte ce que ça veut dire? C'est le principe, c'est en Sionas, hein, c'est le principe de précaution poussé à l'extrême, quoi, je veux dire à la folie. Et le principe de précaution ne s'applique pas à ça. En réalité, le principe de précaution s'applique aux technologies que l'on met en place, qui peuvent produire des risques. Et d'ailleurs, la technologie qu'on a mis en place, c'était justement le vaccin, parce que c'est une technologie, le vaccin. Et donc là, c'est ça qui est complètement incompréhensible, c'est que dans un premier temps, on a voulu prendre aucun risque, et lorsqu'on met en place une technologie qu'on n'a pas tout à fait testée, là, on est capable de prendre des risques gigantesques. Comment
expliquer ce genre de choses. Le docteur Marty, non, il dit que le fait qu'il y ait presque 1 milliard de gens qui aient été vaccinés, ça apporte des milliers d'années de recul. Bah oui, mais le docteur Marty, que je ne connais pas, qui est probablement épidémiologiste, c'est ça? Non. Oui, d'accord. Lui, dans des milliards d'années, lui, il sera mort. Alors donc, il n'y aura plus aucun risque pour lui. Et donc, il dira à la fin, sur les cieux, là, il dira « Ah oui, mais je me suis trompé. » Bah oui, voilà. Vous comprenez. Donc, vous faites un bilan très sévère, Laurent Toubiana, de la gestion de l'épidémie par ce gouvernement? Ah oui. Oui, je fais un jugement très sévère. Mais d'un autre côté, j'étais pas à leur Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Je vous l'ai dit. Moi, ce que j'ai dit, c'est moi, j'aurais pris la technique, écoutez, lorsque j'ai écrit mon premier papier, là, qui s'appelle « Une épidémie déconcertante », donc publié le 11 mars 2020, juste avant le confinement, je disais que nous avions quand même un peu de recul sur cette épidémie-là. D'abord, nous avions les données de la Chine. Tout le monde, bien sûr, pouvait douter des données de la Chine. Il s'avère que j'ai refait les calculs. Et en fait, ces données de la Chine n'étaient pas si mauvaises que ça. Ça, c'est première chose. Mais à l'époque, on pouvait douter. Effectivement, la Chine nous avait donné l'habitude de cacher ses chiffres, etc. En l'occurrence, là, il n'y a pas eu dans les ordres de grandeur, ça colle assez. Donc, et en plus, c'était sur les données de la Chine que l'OMS avait déclaré la pandémie. Donc ça, c'était 50 jours avant que j'écrive mon papier. Mais il y avait eu une expérience extraordinaire aussi, un truc révolutionnaire. Il y avait en mini un modèle d'épidémie, c'était le fameux bateau, souvenez-vous, le Diamond Princess, dans lequel il y avait 3000 personnes. Et très rapidement, il y a eu des publications là-dessus pour savoir ce qui s'était passé dans ce bateau, etc. C'était magnifique, ce truc, puisque c'était un petit monde, si vous voulez. Un petit monde fermé, et avec, etc. Un tout petit modèle, mais un modèle avec des vrais gens, pas avec des équations différentielles, etc. C'était un vrai modèle physique. Et donc, là-dessus, on a eu des paramètres et on a pu regarder. Et d'ailleurs, moi, sur ces paramètres, je me suis dit, essayons de faire une modélisation statistique, du coup, de ce qui va se passer. Et puis, avec mes connaissances des épidémies que je connaissais bien, c'est-à-dire la grippe, je me suis dit, bon, c'est le même mode de transmission, etc., etc. Bon, voilà, le pic va arriver à ce moment-là. Pof, il est arrivé exactement comme je l'avais prévu. Et donc, je me suis dit, cette épidémie, elle est tout à fait standard. Et ce que j'ai pu faire, moi, comme raisonnement, je ne comprends pas que d'autres n'aient pas pu le faire. Comment vous l'expliquez? J'en sais rien, mais je n'en sais rien. Je ne sais pas. Alors, je l'explique parce qu'il n'y a pas tant d'épidémiologistes que ça en France. Vous savez, il y en a combien? Je ne serais pas capable de vous le dire. J'ai été membre du conseil scientifique de l'INSERM et à l'époque, on se plaignait beaucoup que la santé publique était le parent pauvre de la recherche médicale. Et puis au sein de la santé publique, il y avait un parent encore plus pauvre, c'était l'épidémiologie. Alors je ne sais pas combien il y a de chercheurs en France en épidémiologie, ça doit représenter, je ne sais pas, c'est très peu. De toute façon, comment vous expliquez que vous soyez quand même relativement isolé, pardon, Laurent Toubiana, mais parmi les autres épidémiologistes, où on ne les entend pas de peur de s'exprimer. Il y en a qui ont peur de s'exprimer, qui vous disent ça, et qui n'ont pas dans les coulisses, qui n'ont pas envie de, qui n'ont pas. Et puis, écoutez, dans la recherche, il y a quand même, c'est pas nouveau, il y a une forme de conformisme. Le conformisme, c'est probablement l'une des clés, si vous voulez, de toute cette crise. C'est le principe de conformité. C'est-à-dire, ça a été décrit par des psys et des philosophes qui expliquent que c'est assez facile à comprendre, que en gros, il est très difficile de dire non, de dire tiens, je vais faire différemment, tiens, je vais tenir un discours qui soit
complètement différent, je me trompe peut-être, etc. C'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. Et puis, il y a des risques. Donc, je pense que personne n'a envie de prendre ce risque. Et puis, il y a des risques pour votre carrière. Et les conséquences peuvent être énormes. C'est la raison pour laquelle, probablement, les gens qui sont intervenus, le plus fort, le plus souvent, sont des gens relativement âgés. Alors, parce qu'ils ont, bien sûr, le recul. L'histoire et le recul est très important, quel que soit le domaine. Mais aussi parce que les risques pris n'ont pas voulu être pris. Et puis, il y a une forme de conformité, si vous voulez. Ce que les uns pensent, je vais essayer de penser à peu près comme eux. Et d'ailleurs, si vous voulez, c'est fractal. C'est valable à un niveau individuel, c'est valable au niveau d'un groupe, et voire c'est valable au niveau des nations. Et on a vu ici se conformer les nations les unes aux autres. Là encore très récemment, on nous a dit l'Italie, très récemment, donc l'Italie va rendre obligatoire la vaccination pour le plus de 50 ans. Il faut entendre derrière, vous savez qu'en France, ça peut vous arriver aussi. Et à chaque fois, on va chercher dans un autre pays. Le pass vaccinal, il est passé cette semaine. Voilà, ça. Et puis, donc cette conformité, si vous voulez, s'appuie par un moteur extrêmement fort qui est justement la peur. La peur permet d'accepter, de se conformer aux choses. Et puis, derrière, nous avons des gens qui se disent, avec la blouse blanche, qui se disent « Écoutez, nous avons tout compris et nous allons vous sauver ». Ok, allez-y, sauvez-nous. En tout cas, il y a une réalité, c'est que là, pour revenir au plan politique, malgré la pandémie, plus de 5700 lits d'hospitalisation complètes ont été fermés en 2020 dans les établissements de santé français. En 4 ans, Emmanuel Macron et le gouvernement ont fermé 17 900 lits, selon les chiffres avancés. Vous me demandiez mes sources par mes confrères de Libération. C'est vrai qu'on serait tenté de penser que dans un monde normal, Olivier Véran démissionnerait, Emmanuel Macron ne pourrait même pas songer à se représenter. Comment vous expliquez ça? Alors, moi, je ne peux pas l'expliquer. En revanche, il y a un autre chiffre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait plus de soignants, par exemple? Vous avez une idée là-dessus, même si ce n'est pas votre domaine de spécialité? Pour qu'il y ait plus de soins. Non, il faudrait peut-être faire revenir ceux qui ont été suspendus. Déjà, mais l'autre chose, si vous voulez, c'est que quand vous tapez sur Internet coût global de cette crise, vous obtenez, alors j'ai vu qu'un chiffre ressort tout le temps, c'est 424 milliards d'euros. On se dit, 421, c'est énorme. Mais enfin, comme on n'a aucune échelle pour comprendre ce que ça représente, c'est quelque chose de totalement abstrait. Et est-ce que les gens se sont amusés à faire la simple règle de 3 de ce que ça leur revenait à eux s'ils avaient à payer ces 524 milliards d'euros qui ont été dépensés ou qui est un manque à gagner pour la France? Ça représente pour chacun des foyers, j'ai fait le petit calcul rapidement, alors on va encore me dire que je me suis trompé sur les virgules, mais ça représente globalement 500 € tous les mois pendant 3 ans. Plus cher que la dette grecque pour les gens. Donc, si vous voulez, c'est ça, 424 milliards d'euros, c'est que chacun, dans chaque foyer, hein, je n'ai pas divisé par des individus, pour des foyers, en gros, un foyer représente 3 personnes en France en moyenne, eh bien c'est 500 € tous les mois pendant 3 ans. C'est ça. Tous les mois. Tous les mois pendant 3 ans. Voilà, c'est ça ce que ça représente. Donc vous voyez l'abstraction, il faut quand même la ramener à son échelle. Attendez, pour être bien sûr, donc je vous fais répéter, cette crise, donc selon vos calculs, coûterait donc à chaque foyer français 500 € par mois depuis 3 ans. Écoutez, c'est de l'ordre en termes de bagage mathématique, c'est de l'ordre de la règle de 3. 424 milliards, si vous divisez par... Non, mais c'est vrai qu'on se rend mieux compte. C'est mieux, oui. Mais vous savez, cette petite méthode de ramener à l'échelle humaine, ça a été très utilisé
par les mêmes communicants. C'est pour ça que je me suis amusé à le faire là ici. Tout le monde pourra vérifier, hein, faites le petit calcul, c'est 2 secondes. Mais les communicants, quand ils veulent grossir quelque chose, un phénomène, vous ramènent ça à la seconde, si vous voulez. Il y a tant de morts toutes les secondes, etc. C'est une manipulation. Encore une fois, ça c'est une manipulation formidable, parce que si vous voulez, ça représente toujours un nombre de morts par seconde. Attendez, en France, il meurt 670 000 il y a 670 000 décès par an. Ça représente un nombre phénoménal. C'est 1% de la population. Donc c'est incroyable. Donc si on ramène ça à la seconde, évidemment, quand on change d'échelle, ça fait beaucoup de monde. Alors Laurent Toubiana, on va bientôt malheureusement, et c'est déjà passé si vite, arriver au terme de cet entretien, mais on va terminer justement par certaines questions, on va dire presque philosophiques. Justement, qu'est-ce que, vous en parliez, qu'est-ce que ça dit selon vous, cette crise, sur la conception de la mort en Occident, par les civilisations? Oui, là on change carrément de carrément, registre. Bah oui, on va essayer de terminer de manière plus générale. Je pense que il me semble que moi je suis quand même quelqu'un des lumières, en tant que scientifique. Vous êtes quelqu'un d'optimiste ou pas? Oui, moi je suis très optimiste. Oui, il y a pas de, j'ai pas de problème là-dessus. Et j'ai pas de problème avec la mort non plus, si vous voulez. Pour moi, c'est une continuité tout à fait normale, la vie, la mort et la vie, pour être philosophique, mais je ne vais pas faire de la philosophie à 2 balles, hein, comme ça. Mais en gros, évidemment, on ne fait que passer... Vous savez, quand j'ai passé ma thèse de physique, j'étais en astrophysique, et en face de moi, il y avait un autre thésard qui lui allait passer juste avant moi. Et il m'a dit un jour, comme ça, il était en train de rédiger, et il me dit... moi, j'étais un peu en retard par rapport à lui, hein, et il me dit, vous savez, tu sais, on n'est qu'une poussière dans l'univers. C'est rien, c'est juste un passage. Alors bien sûr, les gens sont attachés à leur vie, etc. Mais il faut avoir une vie bien remplie. Sa vie, il faut qu'elle ait de la saveur, il faut s'engager quelque part. Et je pense finalement que... je vais vous dire, le cri poussé par notre président de la République est très probablement un cri désespéré. Alors attendez, on va revenir. Vous parlez de cette fameuse déclaration qui a fait tant parler dans l'interview qu'il avait accordée à nos confrères du Parisien, donc qu'il souhaitait donc emmerder jusqu'au bout les non-vaccinés. Oui. Comment vous l'analysez ça? Écoutez, encore en tant que citoyen, moi j'ai trouvé ça, dans un premier temps, ça m'a fait éclater de rire. J'ai trouvé, oui c'est bizarre, mais j'ai toujours des réactions probablement très bizarres, un peu à contre-temps par rapport... parce que je me suis dit, mais il est en train de... C'est une blague. Dans un premier temps, on se dit, mais c'est tellement brutal comme ça que moi, dans un premier temps, ça m'a fait rire. Et après, en analysant le truc, je me suis dit, mais ça, c'est un cri de désespoir de mon point de vue. Un acte manqué, peut-être? Non. C'est, si vous voulez, pour moi, il a crié... c'est un peu son chant du cygne. Alors, c'est un chant du cygne de ordurier, hein. Bien sûr, nous sommes là dans le mauvais chant du cygne, mais c'est quelqu'un qui sent que tout lui échappe, un petit peu comme un desperado, si vous voulez, qui commence à tirer de partout et qui sait qu'il a perdu la bataille et qui tire un peu partout dans tous les sens et pour attirer l'attention à lui comme ça et pour qu'on ne puisse pas faire autre chose. Donc pour moi, c'est un acte de diversion et un acte complètement c'est un coup, quoi. C'est un coup. C'est un simple coup. Et vous pensez qu'il va payer cher dans les urnes? Je vais pas faire de... Vous savez, la dernière fois que j'ai dit qu'il y aurait une vague, on m'a repris beaucoup. Donc je vais pas faire de pronostic comme ça. Moi, j'ai un sentiment... Pas si mauvais, oui, mais moi j'ai un sentiment que les gens ont commencé à comprendre
qu'il y avait eu des gens qui étaient entrés par effraction dans le Saint des Saints, quoi. Et ces gens, c'était des gamins sans vergogne, qui ont revêtu les oripeaux du pouvoir et ont pris la grosse tête, quoi. En gros, c'est ça. Et en fait, ils étaient... on a vu leur incompétence dans tous les domaines. Mais quand je dis ça, on va me dire « Ah ouais, mais il est contre Macron ». Mais pas du tout, je m'en fiche. Je regarde, j'essaye de voir ce qui se passe. Et il me semble que là, nous avons affaire à des gens qui... alors c'est mon sentiment, hein, qui m'ont fait dans un premier temps, si vous voulez, j'ai trouvé ça injuste, hein, je me suis un petit peu... Dans un premier temps, j'ai ri. Après, j'ai trouvé ça injuste. Après, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que je me suis dit, mais ces gens sont capables de faire tout et n'importe quoi. Et globalement, ça m'a fait de la peine, si vous voulez. Ça m'a fait beaucoup de peine parce que de voir des gens sans vergogne piétiner la fonction, de mon point de vue, la fonction maximum que l'on puisse avoir dans un pays, c'est... et celle en plus de rassembler et d'unir les Français. Oui, c'est ça. Mettre au banc de la société une part de la population... Qui n'a rien fait d'illégal. Oui, mais même indépendamment de ça, simplement séparer, si vous voulez, un président et le président de tous les Français, séparer, est pour moi un acte pas possible, c'est contraire à la fonction. Donc il n'est pas en tant que candidat, là, il est en tant que président de la République et il veut conserver, en plus il est président maintenant de l'Union européenne. Comment est-ce possible ? Comment peut-il mettre au banc de la société une partie de la population ? C'est pour moi, donc ça m'a fait de la peine, si vous voulez. Voilà mes sentiments, je vous les ai décrits, j'ai ri, j'ai trouvé ça injuste, j'ai eu peur. Et de la colère quand même aussi, un petit peu, on le sent. En tout cas, pour terminer, deux questions. D'abord, Laurent Tubiana, j'aimerais vous demander, vous qui êtes quand même un fin observateur de ce qui se passe au niveau quand même médical aussi en France, qu'est-ce que vous pensez de l'état de la recherche médicale en France? On n'a pas eu l'impression qu'elle était si compétente, hein. Le vaccin, en l'occurrence, quoi qu'on en pense, on n'était pas en pointe là-dessus. On a pourtant l'Institut... Enfin, on a quand même Pasteur. Comment vous expliquez que là-dessus, on a une industrie pharmaceutique immense. Hein. Comment vous expliquez qu'on ait peut-être loupé le coche là-dessus? Alors là, je dois vous le dire, je suis incompétent sur je ne peux pas répondre à cette question-là. C'est pas que je n'ai pas envie de répondre. Hein, vous avez vu, j'ai répondu à tout. Non, mais là, je m'aventurerai dans un domaine qui m'échappe. Comment se fait-il? La France est un pays merveilleux pour moi. Donc, elle a des capacités incroyables dans tous les domaines. Donc, il y a pas de problème. Vous savez, il faut quand même croire au hasard. Il y a des moments où on a de la chance, des moments où il n'y a pas de chance. Parfois, on provoque la chance. Parfois, on provoque on provoque des choses qu'il ne faut pas faire. Ce sont des méfaits. On peut toujours se rattraper. C'est pas terminé. L'histoire n'est pas terminée, pas du tout. On peut toujours trouver un moyen de s'en sortir. Donc, vous voyez, je suis très... Terminer avec un message d'espoir. Mais oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, toute mon action, depuis le début, a été d'essayer de donner aux gens la possibilité de réfléchir par eux-mêmes et sortir complètement de ce truc, de cette pathologie mentale, si vous voulez. Là, on est dans un autre truc. Donc, oui, bien sûr, j'ai un espoir formidable pour mes concitoyens. Pour moi, il n'y a pas de problème. Eh bien, écoutez, ce sera le mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup, Laurent Tubiana. Juste peut-être préciser le site dont vous parliez, si on peut retrouver vos anciennes vidéos. De l'IRSAN. Vous tapez simplement IRSAN. Peut-être que vous mettez Tubiana derrière, ça peut être utile, ou recherche.
et vous tomberez dessus. Puis après, il y a des liens qui permettent d'aller sur le site spécifique pour le Covid, où il y a de belles courbes, où j'explique tout ce que je fais, où tout est référencé. Et c'est accessible au plus grand nombre? Ah, mais c'est libre. Mais c'est compréhensible par le plus grand nombre, c'est ça que je voulais dire. Oui, on donne des explications sur ce que l'on fait, mais il y a même des petits messages. Vous pouvez aussi dire, ah bah je comprends pas si. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, énormément de gens qui me disent, ah bah ça c'est pas tout à fait vrai, etc. Vous savez, vos 500 € tout à l'heure, vous avez fait une erreur de calcul. Bon, eh ben, écoutez, voilà, on verra. beaucoup de gens m'écrivent. Je pense qu'il va y en avoir beaucoup, et il doit y en avoir beaucoup qui vont avoir envie de vous écrire. Merci beaucoup Laurent Toubiana d'avoir accepté donc notre invitation dans Les Incorrectibles, d'autant plus c'est une des dernières interviews, en tout cas pour le moment, que vous acceptez de donner. Alors si vous avez apprécié cette émission, vous le savez, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce levé, et si vous le souhaitez et que vous pouvez le faire, bien sûr, à nous aider financièrement via le lien Tipeee sous cette vidéo. On se retrouve, quant à nous, vous le savez, dimanche prochain à 18 h, en exclusivité comme chaque semaine, et nulle part ailleurs, pour un nouveau numéro des Incorrectibles, ici, sur cette chaîne YouTube. Très bonne semaine à tous, et comme je ne cesse de le répéter à chaque fin d'émission, surtout et plus que jamais, restez incorrectibles.